Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. C'est l'heure du duel. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis rejoint par Pete. Salut Pete. Salut Mythe, et salut depuis si longtemps. Si longtemps et en même temps, tu n'es pas étranger à la grande famille de Studio Carton C puisque on t'a entendu récemment dans plusieurs épisodes de Pragmastic. Ouais, dans un recaustique sur Returnal, il y a peut-être même quelqu'un dans l'interespace interdimensionnel qui a écouté l'épisode sur Returnal qui n'existe plus et qui a été aspiré dans les limbes, et vous allez m'entendre aussi bientôt, dans un autre. Voilà, sur Contrôle. Contrôle qui, à l'heure de l'enregistrement, est sorti, puisqu'on a dépassé le 15 juin, donc... C'est vrai. Puis on te retrouve aussi sur YouTube, en streaming... Ouais, rarement, mais une fois tous les 6 mois, j'ai une idée et je parle de trucs avec des gens. Voilà, si vous cherchez un truc qui s'appelle Appuie sur A sur YouTube, vous pouvez entendre ma belle voix et mes beaux E. Et est-ce que c'est vraiment du podcast s'il n'y a pas de E ? C'est ça la vraie question. Pour montrer que c'est authentique et que c'est pas de l'IA. Voilà. C'est comme les VST où tu peux faire les bruits de doigts qui glissent sur la corde de la guitare. Ouais, voilà, ou les petits bruits de bouche parasites. Bon. Une pensée pour nos amis misophones, évidemment. Alors, on va faire le deuxième numéro du mini-format L'heure du duel dans cet épisode. J'avais déjà fait un épisode de L'heure du duel avec Paul où on parlait de l'ontologie du polygone. Est-ce qu'on doit projeter de l'humanité sur les personnages de jeux vidéo ? Vous pourrez écouter cet épisode à l'occasion. Et Pete, j'ai eu envie de faire un L'heure du duel avec toi, puisque dans le recaustique sur Returnal, tu parlais du fait que dans le jeu, donc écoutez le recaustique, jouez à Returnal, parce que là on va tout divulgacher avec la force de Mille Soleils. Et instantanément, on va le divulgacher. D'ailleurs, ça va être tout de suite, quoi. Voilà, ça va être tout de suite, puisque tu disais dans le recaustique sur Returnal que tout se passait dans la tête de Selene, et que un petit peu comme l'échelle de Jacob, finalement, le jeu, c'est le cerveau de quelqu'un en train de crever qui génère des horreurs. Et que voilà, toutes ces épreuves qu'elle traverse, ce sont les derniers signaux de son cerveau mourant. Ouais, c'est plus ou moins ce que j'ai dit, oui. En tout cas, que c'est dans la tête, c'est au moins dans la tête de quelqu'un. Ça c'est certain. Et que le jeu nous guide dans cette direction-là. Je suis très curieux de voir ce que tu as à redire à cela dans ce duel qui nous attend. Bah écoute, effectivement, les auditeurs et les auditrices les plus perspicaces l'auront deviné. Moi, je suis pas trop de cet avis-là. Je suis plutôt de l'avis de Jacob Geller, qui à l'époque, dans différentes émissions, dans différentes interviews, avait soutenu que il y a quand même des indices qui laissent penser qu'il y a un certain degré de réalité et de matérialité à ce qui arrive à la protagoniste de Returnal dans les événements du jeu. Donc on va pouvoir un petit peu détricoter tout ça. Je te propose de présenter un petit peu les arguments qui, selon toi, laissent penser que Returnal, ça se passe entièrement dans la tête de Selene. Ouais, alors, et je peux même préciser tout de suite que ça se passe dans la tête, à mon avis, de Selene, ou peut-être que ça se passe ça peut aussi se passer dans la tête de d'autres membres de sa famille, mais on va dire que c'est dans la tête de Selene, c'est plus simple. Oui, j'ai lu Reddit aussi. Donc pour rester simple, les arguments que moi je trouve qui fonctionnent, c'est le mélange en fait d'éléments qui se veulent réalistes d'un côté, avec des rappels à des éléments que nous on connaît dans le monde réel, notamment tout ce qui tourne autour de cette figure de l'astronaute qui la poursuit, qui essaye de reproduire un astronaute tel qu'on les connaît nous,
avec l'imagerie qu'on a des missions Apollo, des choses comme ça, qui se mélange avec un univers par ailleurs complètement de science-fiction qui, voilà, avec des éléments complètement irrationnels pour nous, et donc ça laisserait penser que plutôt que d'avoir un ensemble de jeux qui est entièrement dans un truc de SF, on a un truc qui se veut réaliste avec un personnage qui fantasme depuis notre perspective réaliste, réelle de notre monde, des choses un petit peu étranges et anormales. Ça marche assez bien en plus quand tu as déjà lu des choses sur Lovecraft ou ce genre d'univers où tu as des personnages qui sombrent dans la folie en étant confrontés. Alors, c'est là peut-être que nos arguments vont s'affronter parce que c'est un argument à double tranchant, mais où il y a une espèce de descente dans la folie suite à des événements traumatiques ou des pouvoirs extérieurs un petit peu bizarre. Bon voilà, je te dessine en gros les contours. Je sais pas si tu veux déjà rebondir là-dessus. Si tu voulais que j'aille dans une autre direction plus précise, voilà. Là, tu peux vraiment présenter tes arguments plus précisément. On peut rebondir dessus après. Moi, je pense qu'on peut faire ça comme ça. Tu vois, tu présentes tes arguments, je présente mes arguments après, et puis on fait une espèce de petite synthèse à la fin. Voilà. Bah, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on a toute une série de références en fait dans l'univers de Returnal, dans cette planète et dans à la fois les lieux qu'elle visite et surtout les boss qui sont en fait les seuls autres personnages qu'on voit quasiment, qui ont tous des noms qui renvoient à la mythologie grecque et la mythologie, enfin même la cosmogonie primordiale telle qu'on peut la trouver dans... j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est Hésiode, je crois, qui dresse cette cosmogonie grecque. Et du coup, un ensemble de références comme ça, très très nettes et très littéraires, ça fait plus penser à quelqu'un de notre monde qui a lu ça ou qui aurait ces connaissances-là, plutôt qu'une entité extraterrestre qui se serait fait chier à soit apprendre les mythologies terrestres et reprendre celle-là, ou à aller fouiller dans la tête du premier cosmonaute qui passe et de se dire « Ah tiens, il a lu des contes et légendes grecques quand il était petit, je vais lui mettre en face... je vais créer face à lui des incarnations de ça, tu vois. » Ça aussi, c'est l'autre argument, c'est le nombre de noms qui sont difficiles à inventer pour une altérité terrestre. Oui, alors ça, je suis d'accord que on peut faire un peu le point sur les noms d'ailleurs, hein, parce que vous en parliez un petit peu avec Paul dans le Récaustique, mais il y a beaucoup de références qui vont dans ce sens-là, hein. Déjà, donc Séléné, la Lune, hein, et je suis très le content que tu signal dises, ombre blanche. d'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, je suis très content que tu dises Séléné et pas Sélène. Alors, dans le jeu, je me rappelle plus, mais il me semble que dans le doublage français du jeu, ils disent Sélène, mais bon, peu importe. Je sais même pas si le nom est prononcé en fait dans le jeu. Mais je crois que dans le jeu c'est écrit avec E accent aigu, E accent grave et puis E sans accent. Donc ça. Mais bon. Après, on a nos réflexes. J'ai joué à Hades 2. Exactement. Entre temps, j'ai joué à Hades 2 et voilà. Donc voilà, la lune, hein, l'ombre blanche, le reflet de la lune dans le lac, dans la scène de l'accident de voiture. La symbolique, elle est très très forte. Quand on lit un petit peu la mythologie grecque, on se rend compte que Séléné, c'est la fille des titans Théia et Hyperion. Hyperion qui est un des boss, voilà. Hyperion qui est le boss qui joue Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult, qui est la musique que le père de Séléné écoutait en boucle et qui jouait dans la voiture le soir de l'accident. Théia, c'est le nom qui est donné à la créature qui représente la culpabilité de Séléné par rapport à sa mère dans la scène finale et dans le DLC, hein, la tour de Sisyphe. Je pense qu'il faudra qu'on en parle aussi parce que beaucoup de mes arguments vont plutôt s'appuyer sur la tour de Sisyphe que sur le jeu de base. Et puis même le nom de la planète Atropos,
En fait, au début, j'ai essayé de faire de l'étymologie de comptoir et en pensant à des mots comme tropique, tropisme, tout ça, et au préfixe privatif a, je pensais que atropos ça voulait dire nulle part, tu vois, et que finalement elle était atterrie nulle part dans les limbes, tu vois, mais ça c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus direct que ça. Beaucoup plus direct que ça, puisque atropos, hein, c'est une des 3 moires, hein, c'est celle qui coupe le fil du destin. Ouais, voilà. Et puis on peut jouer à ce jeu-là avec tous les boss. Enfin, voilà, je sais pas si t'as l'intention. Attends, parce que là j'ai les noms anglais en tête. Comment s'appelle la faction des aliens qui ont quitté l'esprit commun là? Alors attends, la faction, pareil, le nom m'échappe. Parce que c'est les Severed en anglais, mais je sais plus comment ça a été traduit. Oui. Zut. Les fracturés, non, les. Ah oui, fracturés. Ça pourrait être les fracturés, ouais. Ah. Attends, mais ça, je pense que je peux trouver Returnal, blablabla. On va faire des très bons moments de radio en fouillant sur Wikipédia pendant qu'on parle. Pendant qu'on parle. Bon, en tout cas, les autres, il y a les boss qui s'appellent Friquet, Ixion, Nemesis, Ophion. Et Algos dans le DLC. C'est 3 fois Algos en fait dans le DLC. Enfin, c'est à chaque fois et c'est Algos qui s'appelle le boss. Bon voilà, et en gros si on passe sur Wikipédia un petit peu, on se rend compte que tout ça c'est des noms effectivement des noms de titans, hein, Ixion, un titan qui était devenu fou et qui avait commis des meurtres en devenant fou, donc ça ramène un petit peu à la civilisation extraterrestre qui s'était brisée à cause des fracturés. Tout ça on est avant Zeus et tout ça quoi, voilà, dans la mythologie c'est des dieux primordiaux quoi. Oui, on est sur des trucs vraiment primordiaux. Némésis, la vengeance, hein, évidemment, la justice. Hadès encore, hein, voilà. Ouais, donc là, il y a tous ces éléments-là. On se dit, ça n'a pas de sens que qu'on ait tous ces éléments, parfois un peu métaphoriques, parfois pas si métaphoriques que ça, qui vont vraiment structurer la manière dont Séléné avance dans le jeu. Il y a une autre remarque que Jacob Geller faisait, et alors ça c'est un truc qu'il aime bien, hein, il en parlait aussi dans son analyse de Spec Ops The Line, dans la première moitié du jeu, jusqu'à Nemesis, Séléné elle fait que grimper, elle monte au-dessus de la jungle, puis elle escalade la montagne au bout du désert, puis elle escalade la cité abandonnée. Elle a ce moment où elle rentre sur Terre, elle finit sa vie paisiblement, elle est enterrée, et elle se réveille sur Atropos, sur le site du crash, avec les environnements qui ont complètement changé, les environnements qui sont, si mes souvenirs sont bons, à la fois dans le passé et dans le futur. C'est-à-dire que les environnements sont présentés comme étant une dégradation avec le temps des environnements de la première moitié du jeu, mais les ennemis sont présentés comme des versions primitives des ennemis du... tu vois, j'étais même pas allé jusque là sur le côté primitif des ennemis. Il y a le préfixe proto dans le nom de pas mal d'ennemis oui, c'est de la deuxième moitié. Donc il y a ce côté un peu pas clair aussi. On est reparti en arrière, c'est comme si on avait vieilli à partir en valeur absolue, on a vieilli, mais on a juste pris la flèche du temps dans le mauvais sens, quoi. Enfin, il y a un côté comme ça. Et puis surtout, on fait plus que descendre. Dans la jungle, on descend pour rejoindre le glacier qui s'est effondré. Le but du glacier, c'est d'atteindre cette gigantesque faille sous-marine où on va que s'enfoncer de plus en plus profondément sous l'eau. Et là, jusqu'au boss final où après l'avoir battu, on descend encore d'ailleurs. On descend encore et puis on touche littéralement le fond, hein, comme la voiture de Théa dans l'accident de voiture qu'on voit rejouer dans la peau de l'astronaute, et on se rend compte que cet astronaute qui nous suivait depuis le début, c'était Séléné elle-même qui provoque l'accident. Et là, effectivement, il y a un côté, la charge symbolique, elle est trop forte, ça ne tient plus d'un point de vue physique, même en imaginant de la science-fiction et des éléments surnaturels,
ça devient difficile de faire tenir tout ça dans une chronologie avec une linéarité qui tient la route. Ça, jusque-là, on est entièrement d'accord. Bien, et ben voilà, ben merci. Fin de l'émission, on est d'accord. Ah là, on est d'accord. Putain, je sais pas pourquoi j'avais dit que j'ai perdu le fil. Là, Mais j'ai en tout perdu le cas, fil. oui, ce qui est important peut-être aussi juste de préciser, enfin de rappeler, c'est que grâce à ce qu'on voit, pas tant dans le DLC, mais dans le fait de refinir le jeu avec entre guillemets la vraie fin, c'est que Séléné n'est pas tant la personne qui aurait eu l'accident et aurait abandonné son fils Hélios que la sœur d'Hélios qui... Enfin, on sait pas trop si elle est la mère ou la sœur ou des choses comme ça parce qu'il y a des... on sait pas si c'est elle qui a provoqué Bah, ça, l'accident, avant- qui a subi l'accident. Un brouillage de cartes assez... Alors ça, effectivement, avant le DLC, c'est pas clair. Je pense que c'est pas clair exprès. Parce que ça permet d'expliquer plusieurs choses. Par exemple, pourquoi la créature qui s'appelle Theia a un gros ventre. Bah, peut-être que pendant l'accident, elle était enceinte d'Hélios Voilà. et c'est pour ça qu'elle l'a perdu. Tous ces trucs-là qui sont pas clairs, un peu exprès. Mais je trouve que justement, avec le DLC, on va retrouver un petit peu de clarté et un petit peu de matérialité à tout ce qui se passe. Et on va pouvoir rebondir sur d'autres éléments qui, selon moi, vont dans le sens du fait que il y a une possibilité, une interprétation selon laquelle Séléné était dans l'espace, pour de vrai, à bord d'un vaisseau qui s'appelait vraiment Hélios, et qu'elle s'est vraiment écrasée sur une planète où c'était la merde. Donc on va pouvoir un petit peu parler de ça. Alors, sachant que, Je pense que- pardon, oui. quand tu dis c'est écrasé sur une planète où c'était la merde, il va falloir préciser. Est-ce que c'est la merde juste, et à ce moment-là, elle se met à délirer, ou elle rencontre vraiment des entités étranges, mais tu vas nous dire ça. Ah, alors. Oui, alors. Je pense que on est obligé d'accepter qu'il y a intradiégétiquement des éléments surnaturels pour accorder de la matérialité à ce qui se passe dans le jeu. Ça, je pense qu'on est... Est-ce que c'est des éléments surnaturels de type cosmogonique, horreur cosmique et autres science fantasy, ou est-ce que c'est la technologie de la planète Atropos qui est faite d'une telle manière que le continuum espace-temps est un petit peu perturbé à sa surface? Ça, ce sera un exercice qui sera laissé au lecteur. Mais je concède qu'on doit admettre une part de surnaturel pour que tout ne soit pas juste dans la tête de Séléné. Ou de Theia. Ou dans la nôtre. Non, là, c'est un autre niveau, pardon. Eh ben, c'est dans la tête des devs, hein, c'est eux qui ont fait le jeu. Hein. Bon. Voilà, fallait qu'on le sorte. Bon, bref. Excuse-moi. Non, oui, fallait que ça sorte. Non, donc je pense que le premier élément qui pour moi va plutôt dans le sens du fait que ce qui se passe dans le jeu arrive réellement au vrai corps de Séléné, c'est le fait que y a une très puissante cohérence dans les différentes runs. Donc certes, les environnements sont générés procéduralement parce que c'est un roguelike, machin, voilà. Mais c'est toujours les mêmes environnements avec toujours le même La même succession. la même architecture, le même éclairage, les mêmes ennemis, les mêmes boss si on veut aller les réaffronter, même si on n'est pas obligé. Bizarrement, le fait que les cadavres de Séléné des précédentes runs jonchent le sol des environnements, ça va aussi... Enfin, disons que ce serait bizarre d'être entièrement à l'intérieur d'un délire aussi cohérent et aussi prévisible dans sa reproduction. Parce que c'est assez manifeste que les cycles successifs se sont produits. Que quand on commence le jeu, il y a des centaines de cycles qui se sont déjà produits. Et alors là, bon, il y aurait tout un débat hyper intéressant à avoir sur est-ce que
le fait que tout à coup, il y ait un être humain à l'extérieur de la diégèse qui saisisse une manette pour prendre le contrôle de Selene, qui l'aide à dépasser le cycle dans lequel elle était, On va prendre conscience du moins de ce cycle. Non, mais je suis entièrement écoutez, d'accord. ça, Ouais. je vous renvoie à Undertale, à Nier Automata et à Bravely Second sur 3DS pour affiner votre hypothèse, votre opinion Et là-dessus. quelque part à Dark Souls aussi, parce qu'il y a aussi cette idée que c'est parce que le joueur est là que les événements se produisent. Mais jusqu'au marais empoisonné et on laisse tomber. Hein. Ça, où là, plus rien ne se produit, c'est voilà, on abandonne. Ça, Hidetaka-san, on n'est pas content. Hein. C'est un truc qui m'avait effectivement gêné. Je suis désolé là, du coup pour les auditeurs. Je sais plus si on a parlé dans le Bricaustique ou si c'est dans l'épisode qui a été perdu. Mais la question qui se posait de pourquoi c'est à ce moment-là que Séléné remarque le premier cadavre et commence à accumuler des trucs de run en run, alors que si elle a un cadavre avant, c'est qu'elle a déjà vécu des choses, donc elle aurait dû garder son arme de la fois d'avant. Enfin, parce que quand on commence la partie, le premier truc que tu fais, c'est tomber sur un cadavre de Séléné avec le pistolet à côté. Mais du coup, ça veut dire que cette Séléné-là qu'on voit par terre, elle a déjà parcouru le monde avec une arme. Enfin, il y avait cette question qui, je me disais, mais comment tu justifies le fait que tu commences pas au premier cycle, en fait. Bon, question ouverte. Bon, voilà. c'est une question ouverte. Je pense que c'est une question qui est hyper intéressante. Je pense que c'est pas forcément utile d'avoir une réponse définitive. Je pense que c'est le genre de question qu'il est intéressant d'explorer et de voir aussi que ça renforce la dimension artistique de l'œuvre vidéoludique, d'avoir des questions ouvertes qui sont comme ça, parce que là, on est à l'intersection entre le gameplay, la narration et l'expérience de jeu. Donc, c'est... entièrement d'accord sur le fait qu'il ne faille pas forcément une réponse à ça. Hein. Pas de problème. Mais faut pas... non, bah oui. Mais tant mieux qu'on soit d'accord. Mais tu vois, c'est pareil, les armes. Pourquoi elles seraient comme ça? Pourquoi on aurait des... Enfin, le mix, tu parlais d'éléments du monde que nous on connaît. Le mix d'éléments du monde que nous on connaît et d'éléments complètement aliens, je trouve qu'il est déséquilibré dans un contexte de délire d'une personne traumatisée et ou en train de mourir. Parce que si on reprend le film que j'ai cité, L'échelle de Jacob, que je n'ai pas vu mais que je vais utiliser quand même parce que on est dans le texte et Slow Burn, dans L'échelle de Jacob, le personnage principal, il se perçoit comme étant dans le vrai monde avec des incursions surnaturelles inquiétantes. Il ne se perçoit pas comme étant sur une planète alien avec une ferme du XXe siècle des États-Unis plantée au milieu. Ouais, ça c'est peut-être pas d'ailleurs l'élément le plus dérangeant dans le fait qu'il y ait une planète bizarre avec une ferme en plein milieu. Comme tu dis, c'est plutôt le fait que ce soit extrêmement précis dans d'autres éléments, qu'il y ait des armes qui soient parfaitement bien designées, calibrées, avec des jauges de stats et des trucs comme ça. Enfin, les jauges de stats, bon, elles sont pour nous, bien entendu. Mais effectivement, il y a une technologie... elles sont pour nous, mais c'est le nez qui s'en sert. Hein. Oui, mais je veux dire, elle les voit pas, les jauges, comme nous on les voit. C'est ça que je veux dire. Il y a aussi mais il y a ce degré de précision dans son utilisation... et effectivement qui est dérangeant dans la perspective d'un rêve, parce que quand on rêve, on n'est généralement pas aussi pas aussi précis, quoi. Quand on rêve ou quand on délire. La logique du jeu, elle est plus précise et elle échappe à une logique de rêve. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et on ne peut pas nier la présence de la logique de jeu à l'intérieur de l'expérience de Returnal. Je pense que ce serait pas rendre service au médium du jeu vidéo de faire comme si c'était juste une histoire qu'on subissait passivement. On est en train de jouer et la logique de jeu, elle fait partie du jeu, elle fait partie de l'univers.
Et d'autant Séléné, plus, elle... oui, pardon. Ouais. D'autant plus dans ce jeu-là, qui est un jeu où gameplay extrêmement chiadé et travaillé. Donc, Oui, c'est un jeu à c'est même gameplay, pas hein, encore. On serait dans un visual novel avec assez peu d'interactions. D'accord, mais là, il y a en plus une dimension vraiment purement ludique à laquelle on peut pas échapper, quoi. Et encore, tu parles du visual novel. Figure-toi que j'ai récemment écouté l'épisode de Codex sur Monica de Doki Doki Literature Club et on peut faire du gameplay et de la réflexion sur la machine à l'intérieur de ces gens-là aussi. Oui, non, bien sûr. Non, mais tu vois, oui, c'est vraiment un jeu à gameplay. Returnal, on peut passer un super moment en ne faisant que pam pam piou piou et en sautant les cinématiques. Hein. Et c'est pareil pour Saros d'ailleurs, au passage. Ah, voilà. Ça suffit à lui-même. Comme je l'avais dit sur le Discord quand le jeu a été annoncé, une suite à Returnal, ça Saros. Exactement. Et on est sur le podcast du bon mot. Eh oui. Au moins, un minimum. Même si on lui enlevait tout le reste. Donc voilà, il y a la précision de la logique de jeu à l'intérieur de l'univers, la prédictibilité de l'enchaînement des biomes, du comportement des ennemis, la répétabilité, alors que il y a, enfin, on connaît, on a déjà entendu à plusieurs reprises des conseils pour vérifier si on est dans un rêve ou pas, si on arrive à lire l'heure sur une montre, si on arrive à lire un panneau et qu'on n'y arrive pas, ben c'est qu'en fait on est dans un rêve. Là, on a des empilements de journaux d'entrée, de restes de communication de la civilisation qui était présente avant l'arrivée de Séléné. Tous ces trucs-là, c'est pareil, beaucoup trop précis pour être dans une logique de rêve ou une logique de délire. Ouais, alors, sachant que délire et rêve, c'est pas pareil. On a peut-être pas les mêmes restrictions. Alors, tu as raison. Quand je dis délire ici, je parle des hallucinations produites lorsque le cerveau est en train de crever. Sur lequel on a assez peu de retours. On a assez peu de retours. C'est vrai. C'est vrai que franchement, si vous êtes mort et que vous voulez nous parler de comment c'était quand vous êtes mort, allez sur le Discord et dites-nous. Ça nous intéresse beaucoup. La séquence avec le combat de Némésis, quand on bat Némésis, qu'on arrive à renvoyer un signal à la société Astra, qu'on retourne sur Terre et qu'on vit les 50 années qui restent à vivre à Séléné sur Terre et qu'elle est enterrée, elle se réveille sur Atropos. Je suis un peu ambigu là-dessus. Je suis un peu plus ambivalent. Le fait qu'il y ait la précision du déroulé de cette vie, pour moi, ça va plutôt renforcer la matérialité de ce qui arrive à Séléné. Le fait qu'on puisse revivre ces 50 années en rebattant Némésis dans le jeu, c'est un peu plus bizarre. Et il y avait une remarque que j'avais vue sur Reddit, moi je pense que ça peut aller dans les deux sens, qui disait que les images qu'on voit de ces 50 années passées sur Terre de Séléné ne sont pas cohérentes avec la personnalité qu'on voit d'elle dans le jeu. Puisque c'est plutôt quelqu'un de très boulot et de très ambitieux et de pas forcément très intéressé par la sensiblerie, pour le dire rapidement. Oui, donc est-ce que c'est vraiment un truc qui s'est passé ? Est-ce que c'est une vision fantasmée de la vie qu'elle aurait voulu avoir ou qu'elle aurait espéré si tout se passait bien ? Enfin, on ne sait pas ce que c'est que ces images en fait qu'on voit. On part du principe. Oui, c'est vrai qu'on suppose que c'est une vie paisible sur Terre. Il manque plein d'éléments et puis. Et en plus le truc qui est pas à exclure. Le truc qui est pas à exclure, c'est que ces images-là, on les voit en temps réel en même temps que Séléné.
et que en fait ce soit juste enfin nous on remplit entre les séquences avec différentes années qui s'écoulent, mais ça se trouve elle voit vraiment littéralement juste ça et puis après elle se réveille. Moi j'irais plutôt dans le sens de est-ce que après un traumatisme tel que mourir des centaines de fois sur Atropos, elle a pas envie de vivre une vie un petit peu plus pépouse sur Terre quand elle arrive enfin à rentrer. Ça se discute. Je pense Ouais, que mais c'est pas à exclure non plus comme interprétation. Voilà, ça permet pas de trancher si c'est un truc vécu ou si c'est une aspiration, quoi. Si c'est parce qu'il y a un côté aussi tellement cliché dans ce qu'on voit que ça pourrait être l'image que quelqu'un se fait de ce qu'il devrait être en s'appuyant sur parce que c'est des scènes, c'est vraiment les scènes clichés, je ne sais plus, mais c'est enfin, il y a rien de très, il y a pas d'éléments particulièrement insolites ou très personnels. Ça pourrait être les images de fin de vie de n'importe qui, quasiment. Un peu de choses près. Oui, mais oui, c'est vrai. Et donc, ouais, est-ce que ça relève de l'aspiration? Est-ce que ça relève de quelque chose qu'elle a vraiment réussi à faire en réussissant vraiment à rentrer? C'est pas clair. Mais c'est pas forcément très grave. Mais je pense que c'est pas nécessairement non plus un argument massu pour dire que tout ça c'est une hallucination. Parce que on, on peut imaginer, comme je le disais, qu'elle aspire et qu'elle réussisse à mener une vie plus tranquille après ce traumatisme, même si les statistiques de vie tranquille des vétérans de l'armée américaine ne sont pas vraiment beau fixe, on va dire. C'est mais, mitigé. Voilà. c'est mitigé, hein, mitigé sur 20. Mais bon, après c'est aussi, enfin, est-ce qu'on est en empathie avec Séléné? Est-ce qu'on a de la compassion pour elle? Est-ce qu'on lui souhaite de mener une vie tranquille sur Terre? Ça c'est aussi une question intéressante. Ouais. J'ai l'impression quand même que pour la plupart des gens qui sont pas des psychopathes, là je m'avance. Non, excusez-moi, pardon. On joue quand même quelqu'un qui passe son temps à se plaindre et à souffrir d'un truc qu'il a fait souffrir dans le passé ou dans le présent. Enfin, encore une fois, on sait pas. J'ai l'impression qu'un joueur moyen a envie d'abréger les souffrances d'une manière ou d'une autre de cette personne. Enfin, donc il y a une certaine forme d'empathie qui se... À quel degré, ça regarde chacun. Mais quand Ouais, mais en t'incarnes même temps, quelqu'un qui en chie elle est comme pas très ça... sympa. Au-delà du fait qu'elle en chie, elle est pas très sympa. Hein. Bah, elle est pas très sympa, mais est-ce que t'as pour autant envie qu'elle vive une éternité de malheur j'ai l'impression que même si tu trouves qu'elle est un peu pénible avec ses enfants, sa famille ou je sais pas quoi, on sait pas trop, t'as envie de te dire bon, ok, elle a payé le prix, là maintenant on peut peut-être la libérer quoi, voilà. Ouais. Oui, non, mais ça, je suis plutôt d'accord. De toute façon, Qu'est-ce qui je suis mérite une d'accord avec damnation toi. éternelle? Voilà, c'est des bonnes questions et je pense que tu vois, c'est des questions qui restent ouvertes dans le jeu de base, mais où il y a des éléments de réponse qui apparaissent dans le DLC. Donc le DLC gratuit avec la tour de Sisyphe. Encore une fois, comment ne pas faire une référence à Sisyphe dans un roguelike sur la mythologie grecque? Oui, on l'attendait. On l'attendait, c'était Puis là, c'est c'est presque vraiment, inévitable. c'est vraiment sur un plateau, quoi. Même dans les roguelites où il n'y a pas de thème mythologique, il y a un truc de Sisyphe quelque part, on pourrait dire. Donc, Voilà. Et alors, est-ce que comme Albert Camus, on va imaginer Sisyphe heureux? Ben ça, là, pareil, c'est dans mitigé. Returnal, pas trop. Pas trop, hein, voilà. moyen dans Returnal, moyen, hein, moyen. Mais donc, on a dans la tour de dans le jeu de base, on a cette maison qu'on va visiter 6 fois. À la 6e visite, on se retrouve à piloter un canon sol-air pour descendre le vaisseau de Séléné alors qu'on joue Séléné soi-même. Bon, ça c'est un petit peu paradoxal hein, pour le dire gentiment. Donc ça. Mais autre argument que Jacob Galler soulignait,
une fois qu'on a passé les 6 visites de la maison est remplacée par des pierres et des ruines beaucoup plus typiques de l'architecture de la civilisation qui était là avant. Alors que dans la tour de Sisyphe, c'est pas une maison qu'on va visiter, c'est un hôpital. Et on va lire beaucoup de choses dans cet hôpital. Alors moi, comme je suis pas très bon aux jeux vidéo, j'ai jamais été suffisamment loin pour faire toutes les séquences de l'hôpital. Et c'est pas aujourd'hui que je vais reprendre Returnal plusieurs années après et échauffer mon skill pour voir les dernières séquences. Mais sachez que on va avoir plus les liens entre Theia et Séléné, avec notamment une séquence où on a Theia allongée dans le lit d'hôpital, avec son apparence de la fin du jeu, donc le monstre bleu à tentacules et des orbites vides. Je ne sais pas toi, et ça me fait pas ça souvent. Cette séquence-là, je me suis caché les yeux et j'ai juste lu les sous-titres. Je ne voulais pas voir Theia dans le lit d'hôpital. C'est très dérangeant, mais bon, il y a aussi le fait de l'environnement d'hôpital qui pour moi est pas sympathique. En plus, ça fait vraiment penser, bon alors désolé de spoiler encore un autre truc, mais bon, c'est vraiment la fin du film Psychose, hein, ce monstre Theia, il y a un côté psychose à tentacules dans sa représentation. Ouais, j'étais pas à l'aise. Mais c'est un DLC où les éléments réalistes, sont étrangement là aussi concrets. C'est vrai que c'est très très. On passe beaucoup de temps dans cet hôpital. Oui, et on apprend beaucoup de choses. Et très détaillé, quoi. Ouais, et surtout, alors du coup, l'interprétation que j'en fais sur la base de la tour de Sisyphe, pour moi, ça complète ce qu'il y a dans le jeu. Et donc, l'interprétation que j'en fais, c'est qu'il y a eu 2 accidents de voiture. Qu'il y a eu un premier accident de voiture où c'était Theia qui conduisait et Séléné était enfant. Et que Theia, qui était une excellente nageuse, s'est brisé la colonne vertébrale pour extraire Séléné de la voiture et nager jusqu'au rivage pour les mettre à l'abri. Ce qui fait qu'elle était en fauteuil roulant et très acariâtre tout le restant de ses jours. Peut-être même qu'elle a perdu un enfant qui s'appelait Hélios dans cet accident-là. Et qu'il y a eu un deuxième accident de voiture beaucoup plus tard, un petit peu en mode on n'échappe pas à son destin, Atropos, tout ça, hein, évidemment, où Séléné, qui a nommé son fils Hélios en hommage au frère qu'elle n'a jamais eu, que sa mère a perdu au cours de l'accident, et que, comme elle a vécu sous le joug des exigences délirantes de sa mère, elle n'arrive pas à être à la hauteur lorsque l'occasion se présente, et contrairement à sa mère, elle n'arrive pas à sauver Hélios, elle abandonne Hélios, qui meurt noyé. Donc pour moi, c'est des trucs qui n'étaient pas clairs avec le jeu de base. Pour moi, c'est beaucoup plus clair qu'il y a eu 2 accidents avec le DLC. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis assez d'accord, c'est une interprétation assez plausible aussi des événements. Toujours avec la limite que, comme il y a beaucoup de flou et de choses qui sont un peu réinterprétées ou superposées, on ne sait pas ce qui est, on sait pas vraiment sur quoi s'appuyer, mais c'est une interprétation qui marche bien. C'est vrai que c'est un truc qui fonctionne bien. Ça expliquerait, et du coup, ça expliquerait aussi en partie l'apparence de Theia, dans le sens où on a des gros indices sur le fait qu'à un moment dans sa vie, Séléné a mis Theia à la cave et a foutu le feu à la maison. Et il est possible que Séléné ait vu le cadavre calciné de sa mère, et que l'apparence qu'on voit sur Atropos de Theia soit en partie inspirée par l'apparence de son cadavre brûlé. Ouais. Bon, là, j'avoue que je mélange un petit peu dans ma tête là les différentes cutscenes. Je me souvenais plus de cette histoire de cave, mais je te fais entièrement confiance et ton interprétation dans la maison, me va. Dans la maison, il y a une cave. Dans la maison, il y a une cave, et il y a une des visites de la maison où on va dans la cave et il y a juste le fauteuil roulant dedans. D'accord, ouais. Parce que quand j'ai rejoué en fait pour Rico Stick, je suis pas retourné jusqu'à ce point-là. Donc ok, très bien. Ah oui, effectivement. Et du coup, voilà. Bon, déjà, ça étoffe beaucoup tout le traumatisme de Séléné. Bon, il y a un truc dont je sais pas trop quoi faire, qui est cette lettre de Astra qui dit qu'elle est recalée et qu'elle n'est pas prise comme astronaute chez Astra.
Euh, D'un côté, ça justifie l'existence de la société Astra qui envoie des gens dans l'espace. De l'autre, si elle n'a pas été prise chez Astra, elle peut pas être exploratrice chez Astra et s'être écrasée sur une planète à bord d'un vaisseau spatial de chez Astra. Ouais, alors ça, je le mets un petit peu, je mets un petit peu sur le même plan que le canon qui tire sur le vaisseau. Enfin, je sais pas trop, pareil, cette lettre, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'élément du souvenir ou de l'élément du déni et de la chose qu'on construit pour justifier, pour se débarrasser sur une cause extérieure d'un truc qui aurait pas marché, tu vois. Euh, mais là, ça irait dans le sens où où tout ça est dans sa tête et qu'elle a jamais été cosmonaute parce qu'elle avait pas, elle a pas suivi le bon chemin de vie ou quoi que ce soit. Mais la justification, c'est ouais, un jour, de toute façon, il voulait pas de moi. Enfin, bon, là, je dérive un petit peu. Et comme le coup pourquoi je parle du canon qui tire, c'est bah si je me suis écrasé, c'est pas parce que j'ai piloté comme une merde, c'est parce qu'on m'a tiré dessus, tu vois. Enfin, c'est Oui, euh, oui, bah c'est comme l'astronaute qui apparaît au milieu de la route et qui fait dériver la voiture voilà, il faut une cause de extérieure Séléné. pour accepter le fait d'avoir commis une faute Une cause extérieure, mais qui est quand même une cause extérieure qu'on incarne, puisque c'est Séléné qui tire avec le canon, et c'est Séléné à l'intérieur du costume d'astronaute. Ouais, et ça peut être aussi le côté, bon, mon inconscient, ou alors, pardon, en psychanalyse, là, je suis très très flou, mais c'est une partie de mon esprit qui ne peut pas ignorer que c'est moi qui m'invente un truc, et donc qui me, qui me met un peu dedans quand même. Enfin, c'est toujours le problème de ces histoires où on essaye de voir une interprétation, justement, très psychologique de ce qu'on voit, entre des choses dont on désire voir la réalisation, des choses où notre esprit est bien conscient de ce qu'on essaye de faire en termes d'influence et nous rattrape par le col en disant non, non, attends, la faute c'est sur toi, hein, n'oublie pas. Enfin, bon, on n'échappe pas finalement à une espèce de méli-mélo de trucs qu'on désire, de trucs qu'on désire pas, de trucs contre lesquels on lutte. C'est ce qui rend tout ça très flou. Oui, de la même manière qu'il y a cette séquence où on joue Helios qui a une manette de PS5 dans la main et qui est en train de jouer à Returnal. Bon, c'était peut-être pas nécessaire. Non, bah, non, bah, je trouve ça plutôt marrant et pour revenir sur la précision de la logique de jeu, est-ce que Séléné a beaucoup vu son fils jouer à Returnal sur PS5 et du coup quand elle meurt, elle se projette dans le jeu auquel son fils jouait. Je pense que c'est des pistes qui sont lâchées comme ça. Et du coup, ça va plutôt dans le sens de la construction mentale. Hein, ça, c'est. Oui, complètement. Mais justement, pour moi, la question de la construction mentale, je ne nie pas qu'il y a une question de construction mentale, mais je pense que c'est une construction mentale qui est fabriquée par la technologie de la planète Atropos. Puisque quand on lit un petit peu le terrible destin de cette civilisation qui avait créé un esprit de ruche, il y a cette technologie qui est capable d'accéder à l'esprit de tout un chacun, et c'est quand Friquet se rebelle et se sépare de l'esprit de ruche qu'il commence à y avoir des emmerdes. Et je pense que ce n'est pas faire honneur à cette histoire-là que de penser que tout a été imaginé par Séléné. Alors que c'est une technologie qui peut entrer dans la tête des gens et manifester ce qu'ils y trouvent. Et donc, selon la puissance qu'on accorde à cette technologie, c'est pas impossible que cette technologie qui est restée dormante à la suite de la guerre civile qui a fait s'effondrer toute la civilisation de la planète Atropos ait capté les ondes cérébrales de Séléné dans son vaisseau et ait refabriqué un signal de détresse qui s'appelle White Shadow pour attirer Séléné, et que elle reconstruise à partir des connaissances mythologiques de Séléné et de sa vie sur Terre des éléments que elle va reconnaître
son père Hyperion qui joue Blue Oyster Cult, un des chefs de la rébellion des fracturés qui s'appelle Ixion, comme le titan Ixion qui a commis des crimes contre les siens, et que la planète s'adapte à la présence de Séléné, et que, alors ça c'est un autre truc hyper intéressant, c'est que tu vois, les fracturés, ils sont présentés comme étant anormalement violents par rapport aux membres pacifiques de la race alien qui, eux, sont encore dans l'esprit de groupe. Et que donc la fracturation génère de la violence. Et il se trouve que Séléné, qui n'est pas en paix avec elle-même, qui n'arrive pas à faire un pas vers sa famille, et qui n'arrive pas à créer ce groupe social de famille avec sa mère, avec son fils, elle fait preuve d'une violence extrême envers les environnements d'Atropos, en utilisant des armes de plus en plus destructrices pour avancer et arriver jusqu'à la fin. Et ce parallèle entre la violence des fracturés et la violence dont Séléné fait preuve en avançant dans le jeu, et en miroir avec sa difficulté à créer une communauté, et ben je pense que ça peut tout à fait être interprété comme la technologie télépathique de la planète qui réagit à l'état mental de Séléné, et pas nécessairement Séléné qui construit toute seule, en train de se noyer dans la voiture, la mésaventure qui lui arrive sur Atropos. Et que ensuite Atropos perçoit Séléné comme étant coincé dans une boucle de culpabilité où tout se répète inlassablement, comme un fil de destin qui aurait été coupé et qui se serait recourbé sur lui-même, et que ça génère pour Séléné sur la planète cette répétition infernale, parce qu'il y a aussi des références à l'enfer dans les journaux de Séléné, hein, cette répétition infernale à laquelle Séléné est soumise parce que elle, comme la civilisation déchue de la planète Atropos, elle n'a pas réussi à s'intégrer à la communauté, et elle est condamnée à ce cycle de violence et de souffrance. Mais alors du coup, le lien avec Sonic et donc avec Hong Country, il est où? Ah pardon, non, parce que non, mais elle court très vite, Séléné, et on trouve des upgrades comme dans Sonic Adventure et Sonic Adventure 2. Ouais, excuse-moi, c'était la petite blague pour les auditeurs habitués du podcast. Non, mais c'est une explication assez convaincante. On pourra même, j'ai envie de dire, aller plus loin en se demandant si cette technologie n'est pas, enfin cette planète n'est pas le refuge des anciennes divinités grecques qui auraient quitté la Terre, et c'est pour ça qu'elles imprègnent tout ça avec beaucoup de leurs références. Bon, non, mais je ne suis pas insensible à cet argumentaire. Mais je remarque quand même qu'au final, on se retrouve tout de même avec une construction mentale. C'est juste qu'elle se déroule pas lors d'un accident de voiture, mais lors d'un véritable épisode d'exploration spatiale. Oui, mais ça fait que cette construction mentale, elle est matérialisée. Oui, elle s'appuie sur beaucoup plus de concret, et il y a moins de création ex nihilo d'éléments. Voilà. Et ça veut dire que ça arrive pour de vrai au vrai corps en chair et en os de Séléné. Oui, d'accord, je comprends. C'est-à-dire que ça reconstruit vraiment tout, y compris les armes qu'elle trouve, les différents. Et oui, parce que tous ces éléments-là, il y a plusieurs entrées de journal qui parlent de cette technologie capable de reconstruire à partir de la pensée. Qui est quand même bien commode. C'est. Alors, évidemment, non, mais j'ai commencé l'épisode en disant qu'il fallait accepter cette capacité surnaturelle à matérialiser la pensée. Si on ne l'accepte pas, on est obligé de se référer à la conclusion selon laquelle tout ça se passe dans la tête de Séléné, voire dans la tête de Théa. Même si je pense que j'ai présenté de bons arguments sur le fait que si ça devait se passer dans la tête de quelqu'un, ce serait plutôt la tête de Séléné.
parce que ça Oui. parle plutôt du traumatisme de Séléné que de celui de Théa. Oui. Oui, puis ce serait quand même bizarre de mettre autant l'emphase sur ce personnage-là ce serait un twist un peu nul, j'ai envie de dire, de dire, ah non, à la fin, c'était dans la tête de Théa ou de, je sais pas qui, d'Hélios ou d'un autre personnage, enfin, même d'un point de vue purement de jeu, quoi, ce serait Oui, pas top. c'est un peu comme Final Fantasy IX où tu as cet antagoniste que tu poursuis pendant tout le jeu et puis le dernier boss c'est littéralement le dieu du mal et c'était lui qui tirait les ficelles depuis le début et tu le savais pas. T'entends, et oui. Ouais, oui, bon, ok. Comme je te dis, je suis pas insensible à cet argumentaire. Vous avez bien défendu votre beefsteak. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un entre-deux possible. Enfin, qu'il y a. C'est pas clair. Ça reste quand même pas clair exactement quels sont les éléments qui sont réels et lesquels sont surimpressionnés par-dessus. Parce qu'on Oui, peut avoir aussi mais l'intermédiaire où tu as effectivement tout ça qui se passe réellement, mais avec en plus une couche d'hallucination qui fait que oui, si c'est elle se ça. Parce trouve, que depuis le début, elle tire pas sur des bêtes à tentacules, mais sur des lapins, en fait, mais c'est juste voir, elle tire sur des membres pacifiques de la civilisation qu'elle prend pour des fracturés. Par exemple. Non mais je suis d'accord. De toute façon, il me semble que les développeurs de chez Housemarque ont été assez clairs sur le fait que c'était pas fait pour avoir une explication définitive. Et c'est une bonne idée, je pense qu'ils ont de faire ça. Et on pourrait pas, on n'y arriverait pas de toute façon parce qu'il y a des trucs qui collent pas, quelle que soit l'interprétation qu'on veut avoir. En fait, il y a des trucs qui collent pas. Donc on est obligé de composer avec. Je pense que c'est très malin de leur part et ça permet d'alimenter des discussions comme ça qui je trouve sont, même si on n'a pas de finalité, je trouve que c'est super enrichissant parce que ça permet aussi de faire tout un développement thématique sur ce que raconte le jeu. Et bah j'ai plus qu'à essayer Saros pour voir comment ça se passe dedans. Ouais. Est-ce Moi, que c'est un peu la même idée. Avant d'aller sur Star Wars, moi, je voulais dire peut-être une ou deux choses. Je trouve aussi plus largement que c'est bien quand il y a des œuvres comme ça, que ce soit des jeux ou des films qui restent ouvertes, non pas en ayant ouvert tout un tas de possibilités, mais en rendant impossible toutes les possibilités par un petit élément incohérent. Enfin, et je sais que Ah oui, je ça vois, oui. gratouille dans le mauvais sens plein de gens parce que depuis quelques années, peut-être même des décennies, on est à fond sur la cohérence des univers. Il faut absolument que tout marche bien. Et quelque part, moi, ça me fait plaisir quand il y a des trucs où, au contraire, il y a rien qui peut marcher et donc t'es obligé d'accepter de céder sur du terrain sur un ou deux trucs pour Ouais, bah ça me rappelle au y croire. lycée, on avait vu les oiseaux d'Hitchcock en cours de français. Et la prof nous avait fait remarquer que à l'époque de la sortie du film, les gens ne se préoccupaient pas de savoir pourquoi les oiseaux s'étaient mis à attaquer les gens et que c'était une attente vraiment du 21e siècle de savoir pourquoi les choses se passent comme ça, le diplore, les origines, les préquels. Ouais, ça c'est une et préoccupation oui, assez récente. C'est la faute à George Lucas hein, avec ses histoires de préquels qui veulent tout expliquer. Et je dis ça sérieusement. Hein. Pour moi l'un des, je vais pas dire mal originel parce que ça donnait les bonnes choses, mais l'une des causes qui fait qu'on est obnubilé par l'explication de tous les éléments et le pourquoi, c'est Star Wars. ouais, sachant que tout n'est pas acheté dans les préquels en plus, Non, mais alors c'est vraiment juste sur cette idée mais alors Dark d'explication. Vador qui devient méchant parce que Palpatine lui dit t'as envie d'être méchant? Allez. Alors que on aurait très bien imaginé un chef de guerre qui commet des actes de plus en plus horribles en pensant continuer à faire le bien jusqu'à passer le point de non-retour. Et Oui. non, c'était plutôt à l'opéra. Ça te dirait d'être méchant? Mais oui, mais bien sûr. J'ai rien dans mon agenda, donc allez. Voilà, je suis entièrement d'accord que la chute d'Anakin est très décevante.
Tout ça Bref. pour en plus. Allez voir dans La Revanche des Sith Dark Vador qui sort de la table d'opération en criant après avoir appris la mort de Padmé. C'est vraiment un grand moment de cinéma. Il bouge comme un robot. Il bouge comme un robot en hurlant non. Bref. Bref, bon, j'avais une on autre- parlait pas de ça, on oui, parlait de Returnal. Et j'avais un autre truc qui m'était venu. Ah oui, je pense aussi que dans tout ça, faut pas oublier, comme tu le rappelais au début, ça me semble important de le rappeler, que tout ça, c'est un jeu vidéo et que il y a aussi beaucoup de choses qui pourraient être vues comme des incohérences ou des trous noirs ou de le scénario ou quoi que ce soit dans tout autre médium qui serait purement narratif. Mais faut jamais oublier que le jeu vidéo, c'est un peu plus que ça. Enfin, je dis pas ça méchamment pour les autres, hein, mais qu'il y a des contingences de jeux qui font que c'est pas grave d'avoir c'est pas l'idée que ce soit grave ou pas grave d'avoir des zones d'ombre dans une narration, mais que c'est pas le seul l'objectif, quoi, et qu'il y a d'autres et qu'il faut prendre l'ensemble, quoi, et que Oui, et puis, et si on se trouve par exemple c'est- des éléments c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a des éléments très précis sur les statistiques des armes que CNE utilise, oui, le menu quand on appuie sur Start n'existe pas. Et encore, il est plus ou moins dans le c'est pas vaisseau. clair, Il est plus ou moins dans le vaisseau. c'est pas clair. Hein. C'est- Regarde Metroid Prime, hein, regarde Oui, Metroid voilà. Prime. Hein. Enfin, Dans Metroid Prime, il tout est ce pas là qu'on voit, pour c'est ça en sa tout mise cas. à jour, hein. Sa première fonction n'est pas d'être au service du personnage. Sa première fonction, c'est d'être quand même au service en termes d'utilité. C'est d'être là pour le joueur. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de joueur, Oui. bon, il n'y aurait pas de jeu, d'accord, mais surtout, il n'y aurait pas besoin de faire un menu de pause avec le choix des armes et trucs comme ça. Bref. Ouais, ça, c'est. Ça sera pour un autre épisode. Ce sera pour un autre épisode, mais c'est bien de le rappeler. C'est vrai que c'est important de se dire qu'il y a des choses qui émergent du fait que c'est un jeu et que on est là pour jouer à un jeu. Même si ça peut nous retourner les tripes, même si ça peut nous faire pleurer, même si ça peut nous inspirer, nous effrayer, Nous comme faire dirait cauchemarder, Julien Chiez, halluciner. le jeu qui m'a fait du bien. Ouais. Mais ça reste un jeu et donc il faut que ça remplisse sa fonction de jeu. Voilà. Et Eh sur ben, écoute, très bien. Voilà, si tu voulais juste un petit mot rapide sur Saros que j'ai fini il y a pas longtemps, je peux juste faire Allez-y, ça, mais vas-y. rapidos, hein, pour dire que c'est clairement le même, c'est le même jeu, enfin c'est la même idée, c'est la même idée, c'est la même construction en gros, en très gros, c'est pas la même histoire, c'est pas le... mais tu vois que c'est pas Returnal 2 parce que ça s'appelle pas Returnal 2, mais si Returnal vous a plu, tous les éléments sont là, y compris dans ces histoires de scénarios qui appelleront des discussions nombreuses et variées sur différentes interprétations. Enfin, il y a tout ça. Ils ont gardé la même formule. La formule est à quelques ajustements près, là, y compris narrativement. Et c'est très bien. Eh ben, c'est parfait. Donc, on peut te retrouver, Pete, sur YouTube et sur Twitch, c'est ça? Ouais, alors plus souvent sur YouTube parce que Twitch, vraiment, c'est très 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 rare. Mais oui, cherchez Pitbull sur YouTube ou Twitch, vous tomberez sur quelque chose. Dernièrement, le dernier épisode de Appuie sur A s'intéressait comment jouer aux vieux classiques. On s'est intéressé avec Ondisphère à ce que ça fait de jouer à FF7 aujourd'hui pour quelqu'un qui a jamais joué, ou Ocarina of Time aujourd'hui quand tu connais pas le truc, et ce que ça implique, comment on ressent ça quand on n'a pas de nostalgie. Ah oui, avec Stéphane qui est venu parler d'Ocarina of Time dans Texas Slow il y a pas longtemps. Hein. Et voilà, et c'est là qu'il m'a dit ah mais ça tombe bien, je vais en parler dans Tech Slow Bird. Ça alors, comme quoi tout est connecté. Le monde est petit. Bon, écoutez, très chères personnes qui nous écoutez, je vous rappelle que Texas Slow Bird est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à vous rendre sur studiocartonc.fr pour voir toutes les émissions du réseau. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord, il y a le lien dans la description de l'épisode. Je remercie Vincent pour la voix off au début de l'épisode, Paul pour le montage et Simon pour la musique du générique. Une fois de plus, la chaîne YouTube de Simon est dans la description
de l'épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve une prochaine fois. D'ici là, je suis toujours Mythe la Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.